Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Hop, et c'est bon, on enregistre. Parfait. Bon bah Mathieu, merci beaucoup de m'accueillir dans cette très belle boutique. Bonjour. Bonjour. Je vais expliquer parce que tout de suite, parce que vous allez peut-être entendre un peu de bruit sonore. Mais Mathieu, tu m'accueilles dans la boutique, une de vos boutiques, donc c'est pour ça qu'on est un peu en arrière de salle, mais il y a le comptoir un peu plus loin, avec des frigos qui tournent et tout ça, parce que et tu vas nous expliquer ce que vous faites ici, mais c'est voilà, il risque d'y avoir quelques perturbations sonores, mais qui fait tout le charme du podcast. Je reprends donc du coup mon épisode. Merci Mathieu de m'accueillir dans cette belle boutique. Je vais te proposer forcément tout de suite de te présenter pour savoir qui es-tu Mathieu. Donc je suis Mathieu, j'ai 38 ans, je suis papa de 4 enfants et marié à Caroline. Et nous avons eu la chance du coup tous les deux de nous lancer dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 7 ans. Avant ça, j'ai grandi à Dinard au bord de la mer, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait toutes mes études sur la côte entre Dinard et Saint-Malo jusqu'au bac avant d'intégrer une école de commerce parisienne. J'ai toujours été passionné par la gastronomie, l'architecture, les beaux lieux, les belles expériences clients. Ça vient de mon histoire, de plusieurs personnes qui m'ont marqué. Aussi bien mon père qui était hôtelier que plusieurs oncles, grands-pères, arrière-grands-pères qui étaient entrepreneurs et qui m'ont un peu appris quelques ficelles pour réussir. Et à l'issue de mes études, j'ai eu la chance en 2008 de créer avec un entrepreneur local qui s'appelle Yves Fantou la boucherie Maurice. Okay. Qui est une boucherie qui est aujourd'hui installée à Saint-Malo et Rennes et qui était en 2008 à Dole de Bretagne, tout près de l'atelier de production de découpe de viande créé par Yves Fantou, et où nous avons essayé d'imaginer une boucherie un peu de nouvelle génération. C'était une idée que j'avais eue de mon côté, j'étais allé le voir pour lui dire tiens, est-ce que ça t'intéresserait de monter ce projet-là, on pourrait le faire ensemble. Et bon, c'était en 2008, une année économiquement très rude. Ça n'a pas forcément décollé aussi vite que prévu. Et du coup, je suis parti vers une autre expérience afin de pas attendre que la conjoncture économique reparte. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe qui s'appelle Unibail-Rodamco, maintenant Unibail-Rodamco Westfield, et qui possède et gère des centres commerciaux. Dans ce groupe-là où je suis resté 8 ans, j'ai d'abord géré des gros sites en tant que directeur de centre, ce qui m'a beaucoup appris sur l'expérience client, le relationnel avec les commerçants, la fédération des énergies commerçantes, ce qui est un vrai sujet sur lequel on pourra revenir, sur aussi l'aménagement de l'espace, le design, l'architecture, etc. Et après 2 expériences de très gros projets de rénovation de sites à Vélizy, à côté de Paris, et à Dijon, à la Toison d'Or, j'ai pu intégrer le siège de l'entreprise où je me suis spécialisé dans l'innovation
Et j'ai eu la chance pendant 3 ans d'être responsable de toute la stratégie autour de la restauration et du food business, comme on pouvait l'appeler. Ok. Et avec notamment le gros projet de lancer des halles alimentaires, halles gourmandes dans les centres commerciaux. Donc pour ce faire, j'ai parcouru l'Europe, puisque le groupe était européen dans plus de 17 pays à l'époque, et encore plus aujourd'hui. Et j'ai pu rencontrer des concepts alimentaires de tous les pays, des grandes halles, des lieux sympas, un peu mixtes, alliant le côté vraiment artisanal et le côté plus festif de la restauration. Et ça m'a énormément inspiré. J'avais toujours l'objectif d'être moi-même entrepreneur un jour et de pouvoir être entrepreneur en particulier dans l'alimentaire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ensuite à notre projet entrepreneurial et familial avec Caroline. Ok. Effectivement, un long parcours et on va revenir sur pas mal d'étapes parce que c'est intéressant pour voir comment vous en êtes arrivé aujourd'hui à créer la vie entrepreneuriale que vous êtes en train de mener. Juste avant qu'on explore un peu ton parcours, j'aime bien poser cette question. Comment tu te définis, professionnellement parlant, bien sûr? Professionnellement, je suis quelqu'un de très curieux. Donc je passe beaucoup de temps dans la journée, aussi bien à aller à la rencontre des gens, que ce soit dans nos équipes ou nos clients, ou tout type de partenariat, mais aussi à lire des actualités, à lire ce qui se passe en ce moment, non seulement sur la côte d'Émeraude, mais aussi dans plein de pays. Et je pense que c'est peut-être ce qui me définit le mieux. Okay. Et puis je suis quelqu'un aussi d'attentif aux détails, pour le dire gentiment, puisque dans nos métiers c'est vraiment ça qui fait la différence. Et donc j'essaie d'avoir un peu l'œil sur tout, en évitant un maximum le micromanagement qui peut être l'envers du décor. Et peut-être on va expliquer avant de, comme je disais, revenir sur ton parcours. Aujourd'hui, vous ouvrez, donc vous êtes dans le secteur de la nourriture, j'ai pas le terme exact. Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Voilà, il y a pas mal de métiers derrière tout ça. J'ai un peu de mal à regrouper tout. Moi j'aime bien. Simple. C'est parce que effectivement vous avez plusieurs enseignes, plusieurs activités, alors qui se regroupent autour de l'univers du sucré, j'ai envie de dire, de l'accueil de personnes et du sucré. Déjà, avant qu'on en vienne à cette expérience, j'ai vu que vous avez tous les deux, toi et Caroline, commencé dans le domaine de la finance. Toi, tu as eu une expérience très très courte avant de lancer justement, comme tu disais, cette aventure entrepreneuriale avec Maurice. Caroline a eu une expérience plus longue d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire très vite l'entrepreneuriat? Parce que tu me disais que tu avais des idées, mais il y a toujours quand on commence une formation plutôt dans la finance, souvent on va dans des groupes et des choses comme ça. Qu'est-ce qui toi te fait dire que en fait l'entrepreneuriat t'a toujours plu? Alors moi j'ai pas exactement un profil très financier, et j'ai fait un stage en finance, mais plutôt dans une entreprise de grande consommation, c'était Procter & Gamble, donc c'était pas vraiment une grande maison de finance, on va dire. Caroline un peu plus. Elle a fait un petit peu de banque d'investissement en stage aussi, et après plutôt de la finance d'entreprise, parce qu'elle aimait bien le côté appliqué à la vraie vie et pas le côté financier un peu abstrait que peuvent avoir certaines grandes maisons. Et donc tous les deux on a toujours été assez ancrés dans le réel, dans les relations humaines, dans des lieux, etc. Et en ce qui me concerne, puisque je suis peut-être le pôle le plus entreprenant du couple, en tout cas, j'ai toujours eu l'envie de pouvoir fédérer des énergies, créer des belles histoires, ou alors les poursuivre. Et finalement, c'est plutôt là-dessus qu'on s'est spécialisé. Créer des expériences un peu globales, donc avec des lieux, avec des produits, avec du service, avec des hommes derrière ces lieux.
Et ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. Et puis l'envie assez basique d'être dans le panier de la ménagère, pour parler de façon un peu caricaturale, plutôt que de travailler sur des secteurs plus abstraits ou plus B2B. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a porté. Peut-être ce côté très, très curieux. Pour la petite histoire, la première maison où j'ai habité à Dinard, enfant, donnait sur le marché de Dinard. Depuis ma chambre, le matin, je me levais assez tôt, gamin, vers peut-être 6 ou 7 heures. J'observais les commerçants monter leur stand. Et j'ai observé le spectacle pendant plusieurs années. Et c'est amusant de se dire que quelques années plus tard, avec Caroline, on a repris une entreprise historique du marché de Dinard que je voyais depuis ma fenêtre tous les matins. Et c'est sûr que ça a forgé un peu mon expérience. Ok. Et j'en viens à justement cette première expérience entrepreneuriale qui est Maurice. D'où te vient l'idée en fait, parce que c'est alors moi je connais Maurice pour l'avoir pratiqué un peu celui de Cassesson, voilà. C'est quand même, pour expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est quand même un concept de boucherie tout à fait traditionnel, dans le sens où il y a des produits de très bonne qualité, de très bonne qualité, et un restaurant également en même temps, quoi. Donc qui sert plutôt de burger, et je pense que l'assimiler à de la fast-food, c'est un peu pas une très bonne idée, mais en fait c'est dans le même esprit, dans le sens où on voit les burgers se faire pratiquement devant nous, même devant nous, parce que quand tu attends ton burger pour repartir, tu le vois faire, et on t'appelle. Alors, maintenant il y a des salles et tout ça, notamment à Cesson, mais c'est, enfin, d'où vient l'idée, quoi? Pourquoi? À l'époque, c'est un peu un délire. J'ai grandi dans une famille où la nourriture était importante, mais pour autant, ma mère est végétarienne. Et c'est vrai qu'elle ne mangeait pas de viande rouge, un petit peu de viande blanche à la rigueur. Et du coup, j'en ai pas mangé énormément dans ma jeunesse. Et j'avais très peu franchi le pas d'une boucherie jusqu'à 16-18 ans, tout en aimant la viande. Et un jour, avec des copains, en partant en week-end, on tombe sur une très vieille boucherie dans son jus, avec des belles lettres en typographie, enfin vraiment la belle boucherie à l'ancienne. Et je lance un de tiens, typiquement c'est un secteur qu'il faudrait un peu réinventer. Il faut que les jeunes comme nous aient envie de rentrer dedans. Il faut que il y ait plus de conseils pour expliquer les produits, pour qu'on sache comment cuire une entrecôte, etc. Et c'est vraiment de fil en aiguille dans ma tête que se produit un peu ce déclic. Et quelques semaines après, je me dis tiens, je connais Yves Fantou parce qu'on est voisins à Dinard et qu'on a quelques connaissances en commun. Pourquoi pas lui en parler, voir comment il réagit, imaginer quelque chose avec lui. À l'époque, son modèle, c'est de vendre de la viande sous atmosphère modifiée dans les supérettes de centre-ville de qualité, qui lui confie son rayon viande. Donc il fait de la viande bien meilleure que celle du supermarché classique. Il vend même chez Monoprix, à la grande épicerie, dans des belles adresses parisiennes. Et du coup, il me dit bah oui, j'avais pensé à créer aussi mon propre magasin, mais j'ai jamais eu le temps, etc. Du coup, là, il y a une boucherie à vendre à 1 km de l'atelier, au centre-ville de Dole. Regarde ce qu'on peut faire. Et de fil en aiguille, on a créé ce concept-là. Et j'ai consacré beaucoup d'énergie à l'époque, parce que je suis quelqu'un d'un peu obsessionnel. Et j'en ai fait mon projet de fin d'études de mon école de commerce. Un beau projet. Le jury était assez ébahi quand je leur expliquais qu'une semaine après ce fameux grand oral, la boucherie ouvrait vraiment dans la vraie vie, dans un petit village en Bretagne. Et du coup, c'était une belle histoire pour lancer ma carrière. Ouais, c'est sûr. Et pourtant, cette aventure va être assez brève. Tu nous expliquais en introduction que l'année 2008 a été une année assez dure financièrement, et du coup, t'as pas permis de poursuivre cette aventure. Le concept n'était pas encore assez mûr. Enfin, on était dans une petite ville, pas forcément adaptée au mode de consommation qu'on prenait. Donc, Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme tu sais, c'est la prise de décision. C'est comment tu abordes cette idée de te dire, bon, on a lancé un projet,
mais on voit que bon, ça prend peut-être pas, ou il n'y a pas les indicateurs qui font, bah en fait, je vais me retirer du projet, me retirer du projet et repartir dans une autre carrière ou aller voir autre chose, faire autre chose. Comment t'as abordé ce moment-là, toi? C'était pas forcément évident à l'époque, puisque c'était le premier projet et pas forcément un succès fou. Et l'entreprise a mis d'ailleurs au moins 4-5 ans avant de trouver la bonne idée et de repartir sur des bases plus prometteuses. Pour autant, je me suis très vite mis en tête que l'expérience d'après, il fallait que ce soit une expérience de management, d'encadrement d'équipe, d'animation, d'entraînement des autres sur des projets. Et du coup, j'ai ciblé quelques entreprises qui me permettraient d'avoir tout de suite ce côté terrain et encadrement d'équipe. Et donc, il y avait soit la grande distribution, mais je me suis rendu compte que c'était un univers où j'allais un peu ronger mon frein en termes de créativité, de déploiement d'initiatives vraiment propres. Je suis tombé sur ce groupe qui avait une réputation très entrepreneuriale à l'époque, qui s'appelle Unibail Rodamco Westfield maintenant, et qui permettait à des jeunes blancs-becs comme moi, parce que j'avais à l'époque 23 ans, de prendre la direction de gros paquebots avec plein de commerçants, plein d'équipes à gérer, etc. Et en discutant avec eux, ils m'ont tout de suite proposé un projet qui était assez marquant pour moi, parce que c'était un lieu devant lequel j'étais passé des centaines de fois, à quelques centaines de mètres de l'école de commerce que j'avais fréquentée, tout près de plusieurs membres de ma famille, grands-parents, etc. Donc au sud-ouest de Paris, qui s'appelait Usine Center à l'époque, qui était un centre de marque, donc un magasin d'usine, comme on disait, 140 commerçants, plus de 1000 employés sur site. D'énormes difficultés, puisque le centre périclitait depuis une dizaine d'années. Gros conflits entre le bailleur, le propriétaire des murs, qui était mon entreprise, et les commerçants. Et je me suis beaucoup plu dans cette atmosphère où j'avais vraiment un travail de redressement à opérer, un travail de fédération qui a été extrêmement difficile au début. Mais où j'ai trouvé vraiment du sens et du plaisir à mener ces missions. Et c'est, comme tu dis, c'est intéressant parce que tu es quand même relativement jeune, tu es lâché dans un univers très conflictuel avec, comme tu disais, 140 commerçants, un truc énorme. Comment tu abordes cette prise de poste, d'après ce que je connais de ce métier-là, un peu quand tu gères ce type de structure, c'est quand même une certaine autonomie, aussi bien décisionnelle que vis-à-vis des commerçants autour de toi. Comment tu abordes un peu cette liberté tout en ayant bien sûr des contraintes d'un gros groupe, mais avec cette contrainte juste énorme de dire il faut redresser la barre, quoi. Très vite, mon instinct me dit il faut parler à tout le monde et laisser personne de côté. Donc je passe beaucoup de temps à recréer le dialogue, parfois dialogue très vif, voire violent, voire presque physiquement violent avec certains, à arpenter le terrain, à recréer des dynamiques. C'était un contexte particulier parce que ce centre-là, qui était un magasin d'usine à l'origine, avait vu de plus en plus de commerçants indépendants s'installer, et donc pas des marques, et pratiquer des tarifs très peu, voire pas du tout éloignés de ceux du centre-ville. Et donc le bailleur avait la volonté de reprendre en main le concept, de faire rentrer les commerçants dans leurs cellules, puisqu'ils avaient pris l'habitude petit à petit de déborder sur les allées, de les faire respecter le concept de magasin d'usine, de remettre au carré leur association qui avait sans doute dépensé de l'argent un peu à tort et à travers. Donc il y avait vraiment beaucoup de sujets à la fois, et petit à petit je me fais accepter tout en étant hyper rigoureux, en parlant à tout le monde, en travaillant, en parvenant à déclencher quelques investissements de la part du bailleur qui, encore quelques jours avant, n'aurait jamais voulu les faire parce qu'il n'y avait personne pour les porter. Et petit à petit, à recréer cette dynamique
Ça a permis de lancer un projet de rénovation beaucoup plus important, de plusieurs millions d'euros, qui, lui, a fédéré un peu toutes les énergies. Donc là-dessus, changement de nom, beaucoup d'investissements, désamiantage du bâtiment, enfin plein de péripéties assez lourdes à porter sur mes frêles épaules de l'époque. Et un petit épisode plus marrant, entre guillemets, qui est la très grosse tempête qui a eu lieu à l'époque avec la neige qui tombe brutalement et qui bloque complètement les autoroutes, et où notre centre se retrouve encadré par 2 autoroutes, centre d'urgence pour héberger 200 personnes qui étaient bloquées sur les 4 voies à Vélizy. Et dans ces 200 personnes se trouvent 2 journalistes, caméramans de France 2, qui mettent en avant toute la solidarité des commerçants. On avait plusieurs boutiques de literie qui ont ouvert tous leurs lits à la population stockée là. Le resto a servi à tout le monde. On s'est débrouillé pour aller chercher des médicaments à ceux qui en avaient besoin, etc. Et donc toute cette solidarité qui se met en place très rapidement dans cet événement exceptionnel, qui se retrouve à la une des JT pendant 3 jours, en boucle sur France 2, qui le repasse encore dans ces gros événements de l'année, comme un acte un peu symbolique. Et du coup, l'image du centre qui se retrouve complètement transformée par ce petit phénomène climatique. Donc c'était une expérience très, très marquante et enrichissante. Première expérience dans un grand groupe en tout cas. Et maintenant, avec le recul, maintenant que tu es on va dire dirigeant et avec une autre échelle, comment tu abordes ta prise de décision vis-à-vis à l'époque et aujourd'hui? Est-ce que tu la verrais différemment? Tu as toujours eu une continuité ou Dans le grand groupe, la prise de décision, elle est rarement solitaire, même si, comme tu disais tout à l'heure, il y a quelques marges de manœuvre dans ce genre de métier. Mais tu n'as pas une indépendance financière, une indépendance stratégique. C'est pas toi qui décides tout seul quel commerçant rentre ou sort, etc. Donc c'est quelque chose qui, au début, m'allait très bien. Mais après, plus je suis rentré dans des sujets d'innovation, de gestion de projet un peu complexes entre les différents services de l'entreprise, plus ça m'a pesé de devoir justifier en permanence, subir quelques affronts ou quelques discussions un peu délicates sur des questions d'innovation notamment, qu'on pouvait porter dans l'alimentaire, etc. Et c'est vrai que j'ai pu construire plusieurs compétences autour du management, du marketing, de la communication, de l'aménagement, le design, de l'expérience client en général, qui m'ont vite amené à me dire pourquoi ne pas décider seul, ou en l'occurrence avec ma femme. Et très vite, on a construit ce projet-là tous les deux, de se dire un jour on pourra reprendre ou créer notre entreprise. Et d'ailleurs, c'est un événement qui va arriver donc en 2016, donc tu nous disais 8 ans après une expérience de 8 ans auprès de des centres commerciaux. Qu'est-ce qui vous a amené à se dire, ok, là c'est le bon moment, on se lance dans le projet, on est prêt, go. C'est assez marrant cette question, parce que en fait, tout le monde voudrait nous faire dire que Paris c'était horrible, que les grands groupes c'était horrible, qu'il fallait absolument partir loin et reprendre une petite entreprise, alors qu'en réalité nous on l'avait imaginé et conceptualisé de façon complètement différente. Concrètement, on a vécu 2 ans à Dijon après cette expérience de Vélizy, où j'ai eu un job absolument fantastique de direction de centre commercial. Je dis fantastique parce que ça peut paraître bizarre, mais en gros, en 2 ans, j'ai eu la chance de piloter un projet de plus de 100 millions d'euros d'investissement. Ce qui est rare dans une vie. 100 millions pour refaire intégralement ce centre, doubler sa taille, voir le tramway arriver à ses pieds, créer des nouveaux partenariats avec le centre-ville, être le plus gros projet privé de Bourgogne-Franche-Comté, sans doute de la décennie.
Donc énormément de liens avec les acteurs économiques locaux, les politiques, les clubs d'entreprise, les commerçants du centre-ville, etc. Beaucoup aussi de médias et de présence publique liées à ce job. Et je me suis éclaté comme jamais. Et ma femme Caroline, on s'est mariés à cette époque-là, est venue à Dijon également. Et on a eu la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs agroalimentaires autour de Dijon, qui est une région, comme chacun sait, très propice à la gastronomie. Ouais. Donc on a adoré les visiter, la fabrique des Annies de Flavigny, fabrique de moutarde, fabrique de pain d'épices, et de rencontrer un peu tous les acteurs de cet écosystème bourguignon. Et on s'est très vite dit, l'alimentaire, la bouffe, c'est vraiment ça qui nous motive. Par contre, à l'époque, on n'avait même pas 30 ans, on n'avait pas encore d'enfants, on avait imaginé le truc à 40 ans. Je ne sais pas pourquoi, on s'était dit, on fait d'abord quelques enfants, et puis après on verra, on quittera nos gros jobs, nos responsabilités, et on fera quelque chose par nous-mêmes. Donc 40 ans, c'était assez loin, on les a toujours pas. On y est presque. Et du coup, on s'était toujours un peu mis ça dans la tête. Sauf que la vie n'est pas si simple et linéaire. Et jamais ce qu'on prévoit. C'est vraiment l'opportunité qui a fait le larron. Okay. Et on a appris donc en 2015-16 que la fameuse entreprise Joyeux de Dinard allait s'arrêter, puisque c'était ça à l'époque. Il parlait vraiment de fermer le business, de partir à la retraite, 4 associés. Et on s'est dit, il y a une opportunité, on va essayer de les convaincre, on va essayer de faire continuer cette belle histoire que je connaissais très bien en tant que client et toute ma famille. Et c'est comme ça que le projet s'est monté. On était complètement bien dans notre job, on était complètement bien à Paris à l'époque, puisqu'on était retourné vivre à Paris. Notre fille deuxième était née. On n'avait aucune velléité de départ immédiat ou forcé ou quoi que ce soit. Et donc c'est l'occasion qui nous a fait quitter la Bretagne quelques mois plus tard, parce que ça ne s'est pas fait en un jour évidemment. Et j'aime bien ton approche et le fait de dire que parce que souvent effectivement c'est ce discours de dire quand on monte une boîte ou même on vient chercher un boulot plutôt en région pour améliorer ses conditions de vie parce que voilà. Moi j'ai pas du tout cette image de Paris parce que j'ai vécu dans des bonnes conditions dans le sens où j'avais peu de contraintes, mais moi j'ai beaucoup aimé vivre à Paris. Moi aussi. C'est autre chose. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'approche que tu as de dire, en fait, et c'est souvent aussi dans l'entrepreneuriat, c'est pas une décision qu'on prend d'un point de vue conscient, dans le sens où on se dit, comme tu le disais, très bien, à 40 ans on va faire ça, puis on planifie, puis on voit. Et en fait, les occasions, le moment fait que ça chamboule tout et on se dit là c'est peut-être le moment alors qu'on l'avait pas prévu. Et moi c'est ça que je trouve dans l'entrepreneuriat qui est aussi intéressant, c'est de savoir saisir les occasions. Et ça j'ai l'impression que et on va en parler avec le développement que vous en avez eu, que c'est un peu le maître mot de votre aventure entrepreneuriale où vous saisissez les bons moments au fur et à mesure, alors qui ont, on va dire, qui auraient pu être réguliers, même si c'est pas tout à fait régulier comme tu me le disais encore très récemment, mais vous savez saisir les bons moments pour vous développer, pour faire ce que vous souhaitez en fait. Oui, et nous à l'époque on n'avait pas du tout le projet d'aller particulièrement dans la boulangerie-pâtisserie, on n'avait pas spécialement le projet de revenir en Bretagne, ça aurait pu être une autre région. Par contre, on s'était toujours fixé l'objectif d'avoir une région sympa pour y habiter, si possible avec un peu d'aide familiale pour les enfants. Et on était très orientés, soit montagne, Haute-Savoie, éventuellement Bourgogne ou Bretagne. Et donc c'était un peu ça les grandes idées théoriques. Mais en effet, du moment où on a eu la fenêtre de tir, en allant rencontrer Pierrette sur le marché de Dinard, qui était l'ancienne gérante, on s'est vraiment dit fonçons et on verra si ça marche ou pas, mais faisons tout pour que ça marche. Et comment ça se passe justement cette première prise de contact, parce que
On peut, si on se pose du point de vue de la personne qui allait mettre fin à son activité, qui voit deux personnes, alors toi tu es originaire du coin, mais deux Parisiens venir dire on veut reprendre l'entreprise, on veut la continuer. Comment ça s'est passé ces premiers contacts, ces premiers échanges justement? C'est sûr que c'était deux planètes différentes qui se rencontraient. Et surtout que l'entreprise Joyeux, elle avait un historique assez un peu particulier, puisque avant nous, pendant 35 ans, deux couples ont géré l'entreprise. Et les deux pâtissiers, donc les deux hommes de ces couples, étaient les apprentis du fondateur. Le fondateur en 1980, donc Robert Joyeux, fils, qui gérait la maison depuis une bonne vingtaine d'années, après son père qui avait lui-même une première pâtisserie à Saint-Lunaire. Donc le fondateur dit, pour la petite histoire, Mitterrand passe, j'arrête mon entreprise et je la vends à mes salariés. Il avait à peine 50 ans et les deux apprentis salariés qui avaient eux à peine 20 ans se sont retrouvés avec l'entreprise. Avec un crédit vendeur à l'époque, un soutien du patron, mais qui se désengageait totalement. Et ça a eu pas mal d'impact sur l'histoire de l'entreprise, parce que du coup, pendant 35 ans, ces deux pâtissiers, très courageux, très talentueux, qu'on respecte énormément, ont conservé l'entreprise, conservé les mêmes recettes, les mêmes machines, la même façon de travailler, les mêmes stands de marché. Donc une entreprise qui a très peu évolué pendant toutes ces années, mais qui a gardé un peu ses produits, sa clientèle, son identité. Et donc c'était très intéressant d'intervenir après cette phase-là. Et pour autant, ces quatre personnes qui avaient vécu toute leur carrière professionnelle dans la même entreprise se retrouvaient face à deux blancs-becs qui, eux, n'avaient aucune expérience du secteur, qui avaient, certes, l'expérience quand même de la vie, de la gestion d'équipe, de l'alimentaire, de la finance, plein de compétences variées, mais aucune propre à ce métier-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il a fallu plusieurs mois de conviction des deux côtés pour arriver à cette session. Et surtout, au milieu de tout ça, l'une des femmes, Christine, qu'on a ensuite employée quelques mois par la suite, qui nous dit, mais écoutez, si vous voulez réussir, je pense vraiment qu'il faut que vous vous sépariez de notre atelier et que vous repartiez sur une boulangerie pour relancer l'activité, avoir à la fois une base de production dans la boulangerie et un lieu de vente. Et cette décision-là, c'était la meilleure possible pour relancer l'entreprise. Et du coup, on a pu, à partir de la boulangerie qu'on a reprise à Dinard, le même jour que la reprise de l'entreprise des marchés, puisque l'entreprise faisait que des marchés extérieurs ou des halles, relancer un point de vente qui a très bien marché tout de suite et qui nous a permis ensuite d'envisager la suite. Et donc on a vraiment eu une année et demie de négociations, discussions avec ces anciens propriétaires qui nous ont donné plein de conseils, qui nous ont montré comment ils travaillaient et qui nous ont permis de redéfinir l'ADN de l'entreprise, toujours artisanal, toujours très local, toujours vraiment dans l'humain, avec cette convivialité des marchés, d'une connaissance forte de notre clientèle, qui entre guillemets, nous berce toujours aujourd'hui, puisque c'est sur ces grands principes-là qu'on a construit toute la suite de l'entreprise. Et notamment, justement, tu mentionnes la suite de l'entreprise, et je vais faire un fast-forward jusqu'à aujourd'hui pour expliquer, c'est que en 7 ans, donc à peu près, entre 2016 et aujourd'hui, c'est plus une enseigne, mais c'est 7. Alors pas 7 enseignes, mais 7 marques, 7 lieux, voilà, 7 lieux qui ont été repris par vos soins, continués par vos soins ou créés. Et il y a des choses qui arrivent d'après ce que tu m'as dit. Comment on fait ça? Parce que alors, autant reprendre une entreprise, un lieu, on se l'imagine, il y a beaucoup de gens qui le font. En reprendre 7 ans, alors même si bien sûr c'est pas un par an, tu me l'as expliqué. En fait, c'était pas du tout quelque chose de structuré dans notre tête. On n'avait pas de business plan qui nous disait chaque année il faut en reprendre une, entre guillemets. C'est quelque chose de très empirique.
Et c'est ça qui est intéressant dans le commerce. Il y a 7 ans, on ne se serait pas du tout imaginé d'avoir construit ce groupe-là comme ça. On aurait pu imaginer de le faire très différemment. On pensait d'ailleurs que ce seraient les marchés qui tireraient le développement de l'entreprise. Ok. C'était comme ça qu'on avait construit notre business plan auprès des banques. En disant, c'est joyeux, c'est les marchés, donc on va aller faire plus de marchés, on va aller à Dinan, à Rennes, à Nantes, pourquoi pas à Paris, on va faire des marchés. Et très vite, on a conservé l'activité marché, on l'a développée, mais on s'est rendu compte qu'elle avait un potentiel de croissance plus faible que les boulangeries, les pâtisseries, les chocolateries qu'on a pu reprendre après. Donc on a changé notre fusil d'épaule plusieurs fois en fait dans la suite du développement. Et ces prémices de l'entreprise à notre sauce, entre guillemets, on les a vraiment vécues de l'intérieur puisqu'on était opérationnellement là tout le temps, 7 jours sur 7, à faire des livraisons, faire monter des stands de marché, vendre sur les marchés, vendre dans les boutiques, filer des coups de main en production. Enfin, on était vraiment hyper présents. Le chiffre d'affaires qu'on reprenait était relativement faible, donc la priorité des priorités c'était de le booster et de pouvoir employer plus de monde, commencer à investir, etc. Donc c'était quelque chose qu'on a vraiment vécu de l'intérieur. On n'avait pas toujours le recul nécessaire pour prendre des décisions, mais notre intuition nous guidait un peu. Et c'est assez marrant parce que l'activité historique, donc c'est les marchés. Dinard, la boutique qu'on a reprise, elle s'imposait un peu parce qu'elle était à l'écart du centre-ville, donc facile pour la logistique. Enfin, on a été très vite amené à cette boutique-là et ça s'est très bien fait. Et la deuxième boulangerie qu'on a reprise était dans un centre commercial. Donc c'était un peu le grand écart entre les marchés du centre-ville, y compris dans des petits villages où on crée vraiment des relations de proximité, et puis le gros centre commercial de la Côte d'Emeraude qui s'appelle la Madeleine à Saint-Malo, dans lequel on a eu la chance de trouver une boulangerie avec un fournil en activité, ce qui était quelque chose de rare ici dans les centres commerciaux, qui pendant des années en fait ont fait partir leur boulangerie artisanale au profit des grandes chaînes qu'on connaît tous, qui travaillent avec des produits surgelés. Et du coup c'était à la fois un beau clin d'œil à mon passé, mais surtout l'occasion tout de suite de moderniser l'entreprise et de lui apporter une clientèle aussi très jeune, dans l'air du temps, et de toucher à la fois la clientèle peut-être plus âgée du marché et une clientèle plus familiale, plus jeune sur le centre commercial. Et ça nous a amusé, entre guillemets, de faire ce grand écart. Et on s'est dit tout de suite, on ne veut pas s'enfermer dans la construction d'une chaîne, dupliquer à l'infini un modèle identique où petit à petit le concept perd en saveur, perd en qualité, perd en motivation des employés. Et on s'est dit on va vraiment fonctionner à l'opportunité, faire des choses qui nous plaisent, tester des jeux différents, des concepts un peu différents, et c'est comme ça qu'on a pu ensuite reprendre des activités très, très variées. C'est une approche qui est... Et on en discutait avant lorsqu'on échangeait un peu. Je te questionnais un peu là-dessus. C'est une logique que moi, du coup, en tant qu'externe à ce monde-là, et peut-être tu auras un avis contraire, pour moi, va un peu à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, et je prends des exemples dans la boulangerie qui est ouverte dans ma commune de Béton. C'est une boulangerie que j'ai connue dans le sud-est de Rennes. Et en fait, ils ont pris la même marque, les mêmes produits et tout ça, et en fait, ils dupliquent leur marque, ce que je peux comprendre pour des raisons de coût, de notoriété, de choses comme ça. Et vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment à l'encontre de ce modèle, chose que je ne vois pas beaucoup, et qui est très intéressant parce que vous conservez des identités fortes, chaque lieu a son histoire, chaque marque a son histoire, peut-être des produits aussi qui sont forts. Est-ce que ça pose pas non plus des contraintes de votre côté en termes de logistique, en termes de préparation des produits, d'achat de produits, de fournisseurs, de choses comme ça? Énormément. Mais ce qui nous a toujours intéressé déjà, c'était d'aller sur des territoires un petit peu différents. C'était aussi de reprendre des marques qui nous dépassent
individuellement, personnellement. On a eu la chance de tomber, entre guillemets, sur des entreprises dont la marque était plus forte qu'une personne, qu'un boulanger, qu'un pâtissier, etc. Le mot joyeux, il est magique. C'est vraiment ça qui nous a amenés vers cette marque. Les biscuits joyeux, les kouign-amann joyeux, les chouquettes joyeux, ce sont des choses qui sont vraiment connues sur la côte d'Émeraude, sur lesquelles on a pu capitaliser et reconstruire une histoire, même prolonger une histoire à travers un ADN très fort. Quand on a repris ensuite, on y reviendra peut-être, la Briacine à Saint-Briac, qui est une petite pépite, une magnifique pâtisserie sur la place du Bourg. On était hyper contents qu'elle s'appelle la Briacine, inspirée du nom de Saint-Briac bien sûr, une marque complètement intemporelle pour le village et qui continuera peut-être 100 ans après nous, on l'espère. Idem pour les chocolats Balthazar, sont vraiment des marques qui ont le potentiel de durer et de s'asseoir sur une histoire riche. Du coup, quand on est face à ces belles marques et quand on voit tout de suite leur potentiel, ce qui était notre cas, on s'est dit il faut préserver ça. Pour autant, il y a plein de choses à optimiser, mutualiser derrière, mais pas du tout avec des logiques de cost killer, au contraire, plutôt des logiques de développement, d'investissement, de mise en relation de professionnels pour faire des choses encore plus folles, encore plus sympas. Ces contraintes logistiques, elles passent en arrière-plan finalement derrière la richesse de l'histoire de chaque marque. Et même si on a très peu investi sur la communication dans notre parcours, on a vraiment misé sur nos boutiques, sur nos équipes, sur le service client qu'on apporte avant tout, et c'est ça qui a fait le succès des différentes boulangeries ou pâtisseries qu'on a reprises. On essaie quand même de magnifier un petit peu l'expérience client, d'optimiser les lieux, de faire des petits travaux qui feront la différence pour toujours mieux accueillir. Justement, dans cette boutique, justement, on est dans la boutique la Briacine, et je vais parler d'un abord de moi qui habite sur Rennes et qui connaît plutôt le côté ville et moins petit village comme ici. Mais en fait, le lieu est super sympa et a des ambiances de ces nouveaux cafés, ces nouvelles boutiques très sympathiques, très lumineuses, et pas vraiment la petite boulangerie qu'on pourrait s'attendre dans un quartier un peu petit. Là, il y a beaucoup d'espace, de quoi boire, et c'est très sympa. Et ça fait, tu vois, moi, quand je suis arrivé, j'ai cherché, j'ai vu une première boulangerie là qui était sur la gauche. Je me dis bon, ça doit pas être là parce que là, j'avais vu quelques photos, puis je l'ai vu après de loin, et je me dis ah ouais, et puis ça attire l'œil quoi. Et c'est là où je trouve qu'aussi ce que tu dis est intéressant dans le sens où vous apportez un vent de fraîcheur dans ces concepts là. Et qui est, je pense, plus que mérité pour ces centres-villes, qui est vachement sympa en fait, et qui mérite de vivre. Là, en l'occurrence, Saint-Briac, c'est vraiment une très belle histoire parce que c'est une pâtisserie qui était déjà très connue avant nous, qui a été gérée par un couple, les Deriac, pendant plus de 26 ans avant nous, et puis par 4 ou 5 familles encore avant, depuis 1903. La pâtisserie a toujours été là, au cœur du village, a toujours été rose, en tout cas pendant très longtemps. Et on sentait qu'il y avait vraiment ce potentiel de développement, de modernité, tout en gardant un ADN extrêmement fort. Donc pendant 3-4 ans, on a relancé la pâtisserie en développant un petit peu sa montée, en apportant de nouveaux services, en apportant des pains bio au levain qui sont notre spécialité dans l'entreprise Joyeux, vraiment en dynamisant autant qu'on pouvait le côté commercial. Et au bout d'un moment, on s'est dit, allez, il faut vraiment aller plus loin, il faut moderniser le lieu, il faut en fait concrètement tout casser et reconstruire pour avoir un bel atelier de production. Parce que dans nos métiers, c'est absolument capital de créer des équipes qui ont plaisir à faire leur métier, à faire leur art, je dirais même. Et donc c'est comme ça qu'à Saint-Briac, on a pu
un peu avec toute l'expérience que j'avais accumulée en gestion de projet immobilier, repenser complètement l'espace, transférer au premier étage l'atelier de production, doubler la taille de la boutique et créer un beau salon de thé. Ce qui, à la fin, nous fait garder complètement l'ADN de la boutique. La boutique est toujours rose. Elle a un tout petit logo, la Briacine, qui n'a même pas besoin d'être trop vu parce que le lieu est très connu. Ouais. Et depuis, on a rouvert il y a 1 an, après fait plus d'1 an de travaux. Ça nous a permis de travailler vraiment comme on l'imaginait, donc, avec des super pâtissiers très créatifs au premier étage qui parfois accueillent des clients pour des cours de pâtisserie, et une équipe de service et de vente au rez-de-chaussée qui est ultra motivée par tous les beaux gâteaux qui sont produits. Moi j'aime beaucoup, je dois avouer. Et je dis pas ça parce que c'est en face de moi, mais j'ai eu l'occasion de tester 1 ou 2 produits et je pense que je vais en prendre pour repartir. Mais en tout cas, c'est aussi très bon. Je vais en venir sur la partie un peu plus prise de décision au niveau donc, du groupe. Toi aujourd'hui, avec Caroline, bien sûr, vous êtes à la tête de cette structure. Comment vous gérez un peu la prise de décision ? Comment vous organisez ? Est-ce que vous avez des spécialités ? Comment vous échangez ? Eh bien, tous les jours. Forcément, on travaille en fait, on a un seul bureau pour l'entreprise. Okay. Et sur la 60aine d'employés qu'on a, on n'est que 4 dans les bureaux, dont nous 2. Donc ça va assez vite. Et on passe pas beaucoup de temps dans nos bureaux surtout. Donc avec Caroline, on a vraiment créé l'entreprise ensemble depuis le début. Au début, on avait même gardé un petit peu nos anciens boulots pendant quelques mois. On espérait être un peu à cheval entre les deux et on s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment faire les choses à fond, déménager, installer la famille sur la côte, etc. Donc déjà, on se répartit un petit peu les tâches, même si y a pas mal de domaines qu'on conserve tous les deux, on va dire. Ça peut surprendre un petit peu l'extérieur, parce que les gens se disent mais ils marchent sur les mêmes plates-bandes, c'est pas évident au quotidien. Mais on a voulu en fait, tous les deux déjà garder un lien fort avec toutes nos équipes. C'est un vrai parti pris. Donc il n'y en a pas un qui gère l'exploitation et l'autre la compta. Tous les deux, on gère l'exploitation, on gère les hommes et les femmes qui travaillent avec nous, qu'ils soient en production, en vente, en livraison, en cuisine. Enfin, voilà. Donc on garde ce lien. Et ça nous permet d'être peut-être aussi plus forts dans cette gestion humaine, même si on n'a pas toujours le même niveau d'information sur tous les sujets, mais on peut à tout moment prendre des décisions, aider nos équipes, résoudre des problèmes, etc. Ensuite, on a aussi des domaines où on est plus à l'aise l'un ou l'autre, et on se les répartit très clairement. Donc, par exemple, je suis plutôt en charge du développement de l'entreprise, qu'il s'agisse de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux emplacements, de tout ce qui est autour des bâtiments, du design, l'architecture, des travaux, etc. C'est plutôt ma partie. Et Caroline est plus en charge de l'administratif du quotidien de l'entreprise. Donc tout ce qui concerne la finance, les achats, la comptabilité, les ressources humaines, etc. Mais pour autant, à tout moment, on peut travailler ensemble sur les sujets ou même se les répartir. Et ça peut être assez troublant vu de l'extérieur, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Et ça nous apporte aussi tous les deux de la confiance, à la fois en l'autre, mais aussi en soi, parce que souvent l'entrepreneur est assez seul, doit prendre des décisions difficiles. Dans notre métier, il y en a beaucoup à prendre un peu tout le temps, souvent en live. Et le fait d'être deux, de pouvoir se confronter rapidement ou tout simplement partager avec l'autre ce qu'on a sur le cœur ou dans la tête, ça permet de très vite passer à autre chose, de dépasser les moments les plus difficiles et d'être dans une logique
de dynamique en permanence. Et je trouve que c'est ça le côté le plus intéressant dans le fait de travailler à deux, travailler en couple en l'occurrence, c'est que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite que si on était seul. Ok, c'est intéressant ton retour parce que justement, et du coup je vais pas te la poser parce que tu as répondu, mais justement ce travail en couple, parce qu'il y a du coup il y a l'aspect vie privée, vie professionnelle, où travailler en couple des fois c'est pas simple, mais c'est intéressant ce que comment tu l'évoques, de dire que c'est un vrai avantage, parce que déjà vous le connaissez très bien, c'est pas comme avec un associé externe qu'on voit mais qu'on ne vit pas avec, et ce fait de pouvoir échanger, de pouvoir se confronter assez rapidement, c'est très intéressant. Est-ce que justement dans ces moments un peu clés décisionnels, vous avez une méthodologie où pour faire de la prise de décision, où c'est très naturel? Comment vous abordez un peu ces moments clés? Alors quand je parle de moments clés, bien sûr, c'est par exemple vous décidez de prendre ou pas une nouvelle enseigne, d'avancer, des choses comme ça, voilà. Sur ces moments clés, sur tous les nouveaux projets, on va dire, je suis plutôt celui qui les apporte, Okay. qui les pousse et qui fait tout pour qu'ils soient possibles. En général, on arrive tous les deux à converger assez rapidement, même si Caroline peut avoir des réticences, parce que ce que je ne vous ai pas dit, évidemment, l'envers du décor, c'est qu'on fait des métiers qui sont extrêmement prenants. On a une entreprise qui tourne toute l'année, non-stop, tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle est fermée. Elle est ouverte quasiment en continu en termes d'horaire. On a des équipes qui commencent la nuit hyper tôt pour faire du pain. Des équipes qui terminent tard pour fermer les boutiques vers 20h, 20h30, etc. C'est un rythme qui est pas facile. C'est évidemment aussi un engrenage dans lequel il est très difficile de se sortir, de s'extraire même quelques jours pour prendre des vacances. Et je ne citerai pas le nombre de fois où, même en prenant quelques jours, on se retrouve vite rattrapé par la patrouille et des petites difficultés X ou Y. Et ça, évidemment, ce côté très chronophage, et en plus un peu à contre-courant des autres, de nos amis, de nos familles, qui ont des rythmes beaucoup plus normaux, qui peuvent profiter de leurs vacances, quand nous, les vacances sont les périodes très chargées sur la côte. Ça a un peu son revers. Et moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, donc quasi 7 sur 7, quasi toute l'année, sauf quelques jours ici et là. Et du coup, c'est sûr, c'est qu'on a une porosité très forte entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Mais en même temps, on arrive à se dégager du temps, même à tout moment, pour s'occuper de nos enfants, pour passer du temps avec eux en semaine. Peut-être plus facilement qu'un cadre dans une grosse entreprise. Tout ça pour dire que dans notre prise de décision, on a la volonté farouche de développer l'entreprise et de lui assurer en fait une base solide. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, reprendre pas mal de boutiques qui pour certaines étaient en grande difficulté, les relancer, ouvrir l'atelier, on a eu des années très porteuses avant le Covid, mais même un peu pendant le Covid. On a créé cette dynamique-là, et l'après-Covid a été beaucoup plus compliqué parce que l'inflation a complètement ravagé nos plans et les finances de l'entreprise. Le chiffre d'affaires continuait à progresser de façon plutôt satisfaisante. En revanche, les coûts ont complètement dérapé. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans l'agroalimentaire, on ne l'a pas trop vu venir et on n'a pas réagi peut-être suffisamment tôt. Donc on a eu 2 années très très dures au niveau des finances. Et on s'est rendu compte que pour financer tout simplement notre atelier, ses remboursements liés à ça, toute la masse salariale, on avait besoin d'avoir finalement 2 boutiques de plus que ce qu'on imaginait. Donc là pour le coup on a été un peu contraint
de se développer. Ce qui n'est pas D'accord, facile ok. humainement, parce que pour nous, on voyait tout de suite une masse de travail supplémentaire, des nouvelles personnes à embarquer, etc. C'est pas facile non plus pour nos équipes qui auraient bien aimé que le développement soit peut-être un peu plus lent ou un peu plus espacé, mais c'est crucial pour l'entreprise. Et puisque c'est ça qui lui permet de continuer à investir, de s'améliorer, d'avoir de nouvelles machines, de renforcer les équipes, etc. Donc ces dernières années, on a été dans ces gros moments de décision un petit peu contraints par cet aspect-là, qu'on n'avait pas du tout imaginé 3 ou 4 ans auparavant, même quand on a pris des grosses décisions. Okay. Donc il y avait la question de taille critique, et c'est quelque chose de très important pour nous. À la base, la taille critique, c'était d'avoir la taille critique pour construire l'atelier principal de production. Ensuite, moi, dans ma tête, la taille critique, c'était surtout de ne pas devenir trop gros et de ne pas devenir trop chaîne et de garder une vraie identité locale. Donc, en fait, on avait ces deux contraintes un petit peu d'être ni trop petit ni trop gros. Et le troisième axe qui est venu s'ajouter à ça, c'est l'axe financier. Où on s'est dit on veut rester pas trop gros mais quand même un petit peu plus pour être plus solide. Ok. Mais en fait ça montre, ce que tu me dis me montre vraiment comme quoi une prise de décision dans une entreprise comme la vôtre est soumise à plein de critères en fait. Il y a votre volonté, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Et il y a aussi des critères alors financiers, mais aussi contextuels, des choses comme ça, qui impactent vachement en fait tout ce qui va être votre prise de décision vis-à-vis de l'entreprise. Et là, tu nous donnes un exemple parfait dans le sens où c'est de dire, on arrivait presque à ce qu'on voulait, et puis en fait, on s'est rendu compte du fait d'un élément contextuel qui nous amène quelque chose qui fait que on va devoir un peu évoluer et ça impacte notre décision initiale en fait. Voilà. Et je rajouterais presque une quatrième dimension qui est celle de l'opportunité. Oui. Parce que, comme j'y revenais au tout début de l'entreprise, c'était vraiment cette opportunité, mais ça continue un peu tous les jours. C'est que on rencontre parfois des chefs d'entreprise qui veulent céder leur entreprise ou des beaux emplacements qui nous tentent particulièrement. Et à tout moment, on peut un peu bouleverser nos plans et se dire tiens, j'avais plutôt imaginé faire ça l'année prochaine, et finalement je me lance dans telle ville, à tel endroit, parce que c'est plus cohérent avec ce que j'ai envie de faire. Et une de mes dernières questions, ça va être l'avant-dernière pour être tout à fait transparent, c'est de savoir, est-ce que vous faites accompagner sur la prise de décision? Est-ce que vous avez des coachs, un conseil d'administration, ou vous fonctionnez en duo et ça vous satisfait aujourd'hui et ça vous convient? On a beaucoup de chance, c'est qu'aujourd'hui on est tous les deux propriétaires de l'entreprise et on n'a aucun autre investisseur. Jusqu'à présent, on n'a pas eu énormément d'accompagnement. C'était un peu une volonté parce que on a tous les deux eu pas mal d'expérience en entreprise avant, rencontré énormément de gens, accès à pas mal de personnes aussi qui peuvent nous donner des conseils ponctuels ici ou là. On a eu la chance de faire partie d'un accélérateur de la BPI dédié à l'agroalimentaire en Bretagne. Donc on s'est retrouvé avec une dizaine d'entreprises pendant 2 ans à faire un séminaire tous les 2-3 mois sur des thèmes donnés. Et c'était hyper riche, notamment par le partage que ça pouvait apporter avec tous ces entrepreneurs. Mais sinon, on n'a pas du tout de coach attitré, de personne vraiment dédiée à notre entreprise. Et on l'a construit vraiment au fur et à mesure, avec une palette de compétences assez variées en interne. Parce que c'est vrai que, et ce que je dis, alors pourquoi je te pose cette question, c'est parce que en fait, beaucoup d'entrepreneurs qui sont seuls, comme tu le disais, se retrouvent face à prendre des décisions seuls. Et moi, l'un des conseils que je donne quand on m'interroge un peu sur la prise de décision, c'est de dire, c'est bien d'avoir une contrepartie ou ce que moi j'appelle un punching ball pour discuter, échanger, un sparring partner plutôt. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est sur des formats d'entreprise où on est 2, 3, 4, c'est moins essentiel. Alors ça peut être nécessaire, il y a des gens qui ont recours, mais parce que souvent à 2, on retrouve un peu ce sparring partner. Donc merci de ta transparence sur ce sujet en tout cas. Dernière question. Et puis après, parce que ça fait déjà un certain temps qu'on échange, si tu devais donner un conseil sur l'entrepreneuriat / la prise de décision aux personnes qui écoutent ce podcast,
quels seraient-ils? Quelles sont ton expérience et la vôtre pour donner le conseil qui te vient tout de suite à l'esprit là? C'est pas facile de résumer à un seul conseil. Bon, je vais t'en donner deux. Allez, je prends. Le premier, je pense vraiment qu'il faut être super curieux. Enfin, c'est ce que je disais en intro du podcast. Moi, c'est vraiment ça qui me donne tous les jours de nouvelles idées, qui me donne envie d'aller dans telle ou telle direction au quotidien. J'adore lire la presse, les magazines, enfin, tout ce qui se passe un peu dans le monde. C'est hyper enrichissant et il faut vraiment développer cette qualité-là chez les jeunes qui ont parfois du mal à s'ouvrir à ce qui est parfois juste à côté d'eux. Donc ça, c'est un peu basique, mais je pense qu'en entrepreneuriat, c'est la base. Et le deuxième conseil, et je suis quelqu'un d'assez timide, c'est naturellement, même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est d'oser, et c'est d'oser aller parler aux uns aux autres. Nous, on n'aurait jamais repris l'entreprise Joyeux si on n'avait pas osé parler à Pierrette sur son marché à l'époque. Et Pierrette, elle n'était pas toujours commode. On ne savait pas trop comment s'y prendre au début, quand on remarquait que l'entreprise arrivait un peu au bout de son cycle. Et c'est vraiment en faisant cette rencontre-là, en posant des questions, en creusant un petit peu avec elle, puis ensuite avec tous les associés, qu'on a réussi à construire ce projet. Donc je pense vraiment qu'il faut oser parler, oser rencontrer, oser ouvrir des portes qui ne sont pas forcément ouvertes du premier coup, qu'on peut monter des projets et qu'on peut petit à petit associer des associés, des partenaires, de nouveaux employés à nos aventures. Et c'est quelque chose qu'on essaie toujours de continuer au quotidien. Super. Eh ben, merci pour ces deux conseils. Si on veut te contacter, toi ou Caroline, par quel biais on passe LinkedIn, c'est pratique, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. On essaie de partager quelques-unes de nos aventures sur les réseaux. Super, et puis je pense que n'hésitez pas aussi à passer dans les différentes boutiques et lieux qui sont très sympas. Moi j'ai pas tout vu, je dois être honnête, mais j'en suis assez convaincu suite à notre échange. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour ton temps et ton honnêteté sur le sujet, et puis à très vite. À bientôt à Saint-Briac, à Dinard, à Saint-Malo. Voilà. Tout à fait, allez, à bientôt. Au revoir. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour le débrief. L'échange avec Mathieu a été riche. J'ai beaucoup aimé cette approche, son approche, parce que ça nous permettait de voir un peu un autre visage de l'entrepreneuriat dans le monde artisanal que les podcasts que j'avais fait avec Maison Cœur ou que j'ai fait avec Marion de 16h30. Là, on a affaire à des profils beaucoup plus... un profil, mais je parle des profils parce qu'il y a sa femme aussi derrière, à des profils beaucoup plus technocrates. Je vais dire ce mot-là, même s'il n'a rien de péjoratif pour moi, mais beaucoup plus technocrates. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des artisans à la base. Lui-même le dit, beaucoup de travail de bureau, beaucoup de volonté entrepreneuriale, mais jamais de l'artisanat. Et par contre, ça n'empêche qu'ils ont cet amour pour l'artisanat et leur évolution, leur entreprise le montre. Donc j'ai beaucoup aimé ce profil que je mets en balance avec ce que peut nous apporter les épisodes de Maison Cœur et de Marion de 16h30. Surtout qu'on est dans un domaine très similaire, la boulangerie, la pâtisserie et tout ça. Mais bon, revenons à cet épisode. Qu'est-ce qu'on en a appris? Qu'est-ce que moi j'en ai appris? Eh ben j'en ai retenu deux choses. Et contrairement à ce que vous allez pouvoir penser, c'est pas de choses techniques, c'est pas de savoir, même si il y a beaucoup d'enseignements. C'est plutôt des attitudes. J'ai trouvé très intéressant cette attitude qu'a Mathieu de l'entrepreneuriat, du fait d'être calme. Moi, l'échange avec lui, j'ai trouvé très calme,
très posé. Il y a vraiment une sensation qui se dégage, qui est très intéressant et qui montre que c'est des gens calmes, curieux et qui ont une attention aux détails assez impressionnante. Pour vous donner un contexte que vous n'avez pas pu voir, vous n'avez pas pu entendre, c'est que juste avant de lancer le podcast, je m'installais et puis il y a Mathieu qui était dans la boutique, qui discutait avec son équipe, et à un moment il montre quelque chose en haut du plafond, une prise, et il dit tiens, le technicien est passé ou pas, et puis il voit, et la prise était pas spécialement moche, ou voilà, elle était là, peut-être elle fonctionnait, mais il a noté des choses que le détail. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Et ça se voit d'ailleurs dans la boutique que j'ai pu visiter, une curiosité et une attention du détail qui était vraiment impressionnante. La deuxième chose que j'ai notée, et qui est en lien avec cette curiosité, c'est le côté empirique et opportuniste. Alors, opportuniste, bien sûr, toujours dans le sens du terme, où il a saisi les opportunités qui lui étaient amenées. Ils ont développé leur entreprise au fur et à mesure des opportunités qu'on leur présentait, ou qu'ils ont été chercher d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, où j'en reviens à la prise de décision, qui est quand même mon sujet à moi, de se dire que des fois, il faut se laisser, ou aller chercher les choses qui sont un peu autour de nous quand on est entrepreneur, et se montrer opportuniste, savoir saisir les choses, décider qu'on va aller chercher les choses et qu'on va saisir les opportunités. Alors bien sûr, c'est un concept très vague, très flou, mais si vous-même vous êtes entrepreneur, je pense que ça vous parlera, et il faut savoir que moi j'ai une conviction très profonde qui est que la chance ou l'opportunité ne se crée pas, ou du moins ne se crée justement. Elle n'arrive pas comme ça par hasard. Donc voilà un peu les deux choses que moi j'ai particulièrement retenues, et je reviendrai sur le conseil que lui-même Mathieu a donné, qui est de rester curieux et d'oser. C'est ça l'important, c'est comme ça qu'on prend des opportunités, mais qu'on crée ces décisions. Voilà moi un peu ce que j'en ai retenu, à chaud, bien sûr, comme d'habitude. Et puis vous, qu'en avez-vous retenu? Allez, je vous dis à très vite. Salut. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.